Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle en République du Congo, Monsieur Pascal Tchati Mabiala est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité et merci d'échanger avec vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. La présidentielle, c'est pour le 20 mars prochain. Alors, dans quel état d'esprit vous abordez cette présidentielle? Très bien, avec beaucoup d'optimisme. Vous savez, on ne va pas à l'élection présidentielle sans y avoir réfléchi longtemps. Et la décision que j'ai prise et qui a été appuyée par mon parti est une décision que j'ai prise depuis des années. Et je vais vous faire une confidence. Je l'ai prise quand j'avais 15 ans. Peut-être que vous douterez. Donc c'est un vieux rêve. J'étais un jeune élève au collège lorsque le directeur de l'établissement, à l'époque c'était les Blancs, alors il a fait le tour de l'établissement, il est rentré dans une autre classe, et il a posé les questions à chaque élève de lui dire ce que chacun de nous ferait dans sa vie. J'avais 15 ans, tout petit. Les uns c'était conducteur de train, pompier, ceci, instituteur. Et moi je me lève, j'étais tout petit, monsieur le directeur, je serai président de la République. Ah bon? Vous savez ce que c'est? Je dis oui, je sais ce que c'est. Et c'est quoi? Ben, c'est commander. C'est tout ce que j'avais dit. On vous a vu quand même un peu faire l'actualité ces derniers temps pour recuser un certain nombre de choses. J'allais vous demander comment se porte le pays aujourd'hui. Le Congo n'est pas au mieux de sa forme. Au-delà de tout ce que vous voyez, réalisation ici, pose de première pierre là, mais en réalité, tout ceci cache quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça que je me présente. Si le Congo se portait mieux, pourquoi voulez-vous que je me présente à l'élection présidentielle? S'il y avait un président, un Congolais citoyen, qui réglait les problèmes des Congolais, il n'y avait aucune raison que moi je me présente à l'élection présidentielle. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on a vues ces derniers temps. On a d'abord sur le plan infrastructurel, beaucoup de réalisations. Même sur le plan institutionnel, le Congo vient de se doter d'une nouvelle constitution. Est-ce que le pays n'en soit pas grandi? Attendez, lorsque vous avez des chiffres qui sont aussi parlants, 170e rang sur 180 du point de vue de l'indice de développement humain, c'est le Congo. Quand nous sommes 70% des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, lorsque 4 fonctionnaires sur 5 sont dans la précarité absolue, donc tout ce qu'on montre là, ça n'a pas de sens, parce qu'au cœur du développement, c'est l'homme. Ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les infrastructures, encore qu'il faut bien en avoir, mais le vrai problème, c'est l'homme. Et comme on a soigné l'homme aujourd'hui, c'est ça le problème du Congo. Et là, je vous assure, ce n'est pas performant. Mais dans un pays comme le Congo, où tout est prioritaire, il faut commencer quelque part. On ne peut pas tout réussir en même temps. Il y a le rapport humain, bien entendu, mais si on avait mis l'accent sur les hommes, peut-être on dirait oui, on a mis l'accent sur les hommes, et après, il n'y a pas d'infrastructure. Qu'est-ce qui doit venir avant quoi? Voulez-vous dire que l'homme ne fait pas une priorité? Si on mais tout est prioritaire, en fin de compte. Tout est prioritaire, tout doit être mené de front. C'est ça que je veux dire. Oui, il faut construire des routes. Oui, il faut construire des universités. Encore qu'il faudrait bien qu'on en dise un mot sur cette université. Mais au bout, c'est l'homme. Si vous dites, je prends 5 ans ou 10 ans d'abord pour construire les routes et je laisse les hommes de côté, tant pis qu'ils meurent de faim, de soif, de misère, je ne pense pas que vous vous occupez de votre pays. Donc tout ceci doit être mené de front. Et au cœur, c'est l'homme. Si l'homme est abandonné, si l'homme ne profite pas des richesses de son pays, je pense que les résultats sont nuls. Alors sur le plan institutionnel, j'ai parlé de la nouvelle constitution que vous avez combattue, bien entendu, mais à l'arrivée, on l'a adoptée à 92%. Est-ce que, partant de là, vous n'êtes pas un peu en déphasage avec les aspirations du peuple? Attendez, quand vous dites 92% de quoi? Du peuple congolais? C'est ceux qui sont déplacés? Il n'y a pas plus de 10% des Congolais qui se sont déplacés pour aller voter. Donc les 90%, c'est dans les 10% des Congolais. Ce n'est pas 10% des Congolais. Il faut bien manier vos chiffres. C'est ça la réalité. Les Congolais n'ont pas été voter cette constitution. Mais pourquoi ne seraient-ils pas allés voter? Mais parce que cette constitution n'avait aucun sens. Le pays n'était pas en crise. Selon le discours officiel donc du pouvoir, le pays se portait bien. Pas de crise institutionnelle. Pourquoi donc changer de constitution lorsque tout va bien? C'est la question qu'on s'est posée, et dans notre pays, jamais. Depuis l'indépendance, nous avons changé plus de cette constitution, mais jamais on a changé une constitution sans qu'il n'y ait une raison. Ou bien on passe d'un système à un autre, il y a eu un coup d'État, il y a eu
À ce moment, oui, il y a nécessité de changer de constitution. Et pour la première fois, les Congolais ont vécu un changement de constitution sans qu'il n'y ait eu un problème quelque part. Mais pourtant, un nombre d'observateurs ont pointé du doigt un certain nombre de dysfonctionnements, notamment le fait que trop de pouvoir soit concentré dans les mains du chef de l'État, de l'exécutif. Est-ce que réellement, il fallait quand même pas prendre un peu de recul et... Est-ce que ça a changé? La nouvelle constitution concentre les pouvoirs des mains du président de la République. Et même si c'était le cas, les États-Unis ne seraient donc pas une démocratie? Vous imaginez bien les pouvoirs du président de la République, du président des États-Unis. Je ne cite qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas le problème de la concentration du pouvoir, mais c'est comment on gère le pouvoir lui-même. Et comment on règle les contre-pouvoirs. Parce que dans une démocratie, c'est un pouvoir et un contre-pouvoir. Si vous écrasez tous les contre-pouvoirs, alors qu'ils existent dans la Constitution, c'est ça le problème. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait eu concentration du pouvoir, sinon les États-Unis auraient des dictateurs à la tête de leur pays. Un autre aspect aussi, c'est que certains se disent, par rapport à un certain dysfonctionnement dont on a parlé tout à l'heure, il fallait quand même s'asseoir. D'où la rencontre de Sibiti qui a été initiée et que vous avez boycottée. Il y a des raisons. Il s'agissait de quoi exactement? Je crois que là aussi la presse n'a pas bien suivi, surtout la presse internationale. Nous n'avons pas boycotté. Il y a eu d'abord des consultations qui ne servent à rien du tout. Des consultations qui ont été faites ici, de la manière la plus cavalière d'ailleurs, et on n'a jamais compris le sens. Ensuite, il fallait aller à Sibiti. Mais nous aurions bien voulu aller à Sibiti. Nous avons posé des conditions pour aller à Sibiti. Lesquelles? Les plus simples. Que nous soyons associés à la préparation de Sibiti. Qu'il y ait des membres de l'opposition dans les commissions techniques qui préparaient Sibiti. Ça n'a pas été accepté. Nous avons demandé que les documents de la commission nous soient remis pour que nous en ayons lecture, nous en prenions lecture avant d'aller à Sibiti. Cela a été refusé. Au total, je pense que le pouvoir ne voulait pas avoir des contradicteurs de poids à Sibiti et donc se sont arrangés par des subterfuges à nous éviter et sont allés avec ceux qui parlaient le même discours qu'eux. Et donc finalement, Sibiti, c'était un monologue. Ça n'a jamais été un dialogue. Mais à l'arrivée, il y a eu un certain nombre de conclusions qui ont été tirées et apparemment, ça a relancé quelque chose. Alors, quelle est la légitimité? C'est 600 bonshommes qui étaient à Sibiti. C'est 4 millions de Congolais. Ce ne sont quand même pas les 600 hommes. Donc, on ne pourra pas faire un dialogue avec les 4 millions quand même. Ah, mais alors, il faut une portion quand même assez représentative. Alors, à ce moment, il fallait les choisir selon des critères objectifs qui confèrent à ces mandataires une légitimité donnée par des mandants. Mais quand on est bon démocrate, toutes les fois où on peut s'asseoir avec les autres, avec qui on ne partage pas les mêmes idéaux, est-ce qu'il y a un mal à cela? Mais c'est ce que je vous dis, nous n'avons jamais refusé. Mais c'est la manière dont cela a été organisé. Mais vous n'y avez pas été. Mais nous n'avons pas été parce que tout a été fait pour que nous ne soyons pas. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir à Sibiti un vrai dialogue. Ils voulaient simplement deux monologues. Mais si chaque personne invitée devrait poser ses conditions, est-ce qu'on y arriverait un jour? Ah non, c'est pas ce que l'on a dit. Parce que les autres aussi auraient pu poser des conditions aussi, peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais est-ce que s'asseoir et défendre valablement son point de vue, est-ce que ce n'est pas mieux que de faire office de la politique de la chaise vide? Mais non, je vous ai dit que nous n'avons jamais refusé d'aller à Sibiti, mais que les conditions de préparation et d'organisation de Sibiti ont été faites de telle sorte que nous n'y soyons pas. Et même lorsque nous avons voulu au dernier moment le rattraper, et je sais de quoi je parle, peut-être le pouvoir qui m'écoute ou qui nous suit, c'est ce que nous avons fait pour y être. Mais je vous dis, tout était fait pour que nous n'y soyons pas. Et bon, on a présenté à la communauté internationale comme étant des gens qui veulent de la guerre, qui ne veulent pas dialoguer. S'ils ne veulent pas dialoguer, c'est qu'ils veulent de la guerre. C'est si simple ici chez nous. Et vous n'êtes même pas resté là. Non seulement vous n'avez pas été, vous avez sanctionné en tant que leader d'un parti politique, vous avez même sanctionné vos militants qui se sont rendus là-bas. Bien sûr, c'est ça la discipline dans un parti. Est-ce que ce n'est pas de l'extrémisme quelque part? Non, vous dites des gros mots. C'est ça la discipline dans un parti. Un parti, ce n'est pas un endroit où on vient pour s'amuser. Il y a des règles qui sont établies. Cette décision de ne pas aller à Sibiti et de sanctionner ceux qui s'aventureraient à y aller était prise avec ceux qui sont allés. Donc ils savaient eux-mêmes à quoi ils s'exposaient. C'est pour ça qu'ils ont été sanctionnés. Vous, avec du recul, vous n'avez pas un petit regret? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous le ferions encore si nous avions à le faire. Mais après cela, il y a eu un certain nombre de décisions. Il y a eu un certain nombre de décisions de ces assises-là, des décisions sur lesquelles nous allons revenir dans quelques instants. Mais avant, nous allons marquer une petite pause dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. Merci.